Déjà, je vous remercie de participer à cette première conversation de Montréal Physiquement Active. On essaye avec vous une petite formule là sur des thématiques transversales. La thématique qu'on va aborder aujourd'hui, accessibilité et démocratisation, c'est une thématique qui est beaucoup ressortie dans le travail de planification dans tous les axes d'intervention de Montréal Physiquement Active. On s'est dit que ça pourrait être pertinent de vous faire un point de rencontre et puis qu'on puisse en parler plus spécifiquement tous ensemble. On est donc sur une première démarche puisque cette discussion est le début d'un travail qui se fait actuellement grâce à l'IA Porto que je vais vous présenter dans 2 petites secondes, mais également sur la planification de l'automne au niveau de Montréal Physiquement Active par rapport aux activités qu'on va faire à l'intérieur des axes et également en termes d'activités interaxes. Pour mener cette discussion, j'ai demandé à Lia, donc Lia Porto, qui est notre chargée de projet Savoir prendre soin de plus. Donc, c'est un projet de recherche-action qui vise à concevoir des services équitables et inclusifs d'activités physiques et sportives, notamment. Il y a aussi un volet alimentaire, mais on n'en parlera pas forcément aujourd'hui. L'objectif, c'est que les approches de l'analyse différenciée selon les sexes, avec une approche intersectionnelle, ADS+, plus communément appelée, et l'équité, diversité, inclusion, donc l'EDI, sont intégrés dans le processus de recherche et la conception de services. Donc, je vais vous présenter les définitions et ensuite, on va voir comment ces termes sont présents dans les planifications publiques qui sont liées aux activités physiques et sportives et tout ce qui concerne l'équité, la diversité et l'inclusion dans les services publics. Donc, quand on parle de démocratisation, il y a 2 dimensions de cette définition. Donc, une dimension politique qui prend en considération tous les processus de réforme politique. Donc, ça, c'est surtout pour la transition, par exemple, des États qui ont un régime de dictature vers un État qui va passer par un régime démocratique. Mais il y a aussi des processus d'approfondissement des principes démocratiques dans les institutions. Donc, par exemple, assurer qu'il y a un triple contrôle des 3 pouvoirs, donc le législatif, l'exécutif, les judiciaires, mais aussi de travailler la transparence des actions dans les institutions et assurer les contrôles et une participation politique. Donc ici, c'est la dimension politique du mot démocratisation. Ensuite, on a une dimension économique et ici, on parle surtout quand il s'agit de démocratiser les biens et les services. Donc, par exemple, quand on parle des activités physiques et sportives, on va parler de démocratiser le ski et la natation, par exemple, qui sont des activités qui peuvent être restrictes à certains groupes ou qui peuvent être élitisées parce que le coût est élevé, on a besoin d'avoir des équipements de ski, par exemple, on doit être à l'aise aussi avec le froid, avec la neige. Donc, démocratiser le ski, la natation, par exemple, c'est de rendre ces activités accessibles à tout le monde. Quand on parle d'accessibilité, il y a aussi 2 dimensions de ce terme. Une dimension qui parle de l'accessibilité physique, donc accessibilité à un lieu, à un espace, à un environnement. Et ici, comme exemple, on peut dire on peut parler de l'accessibilité d'un immeuble aux personnes en situation de handicap. Et ensuite, la deuxième dimension de ce terme accessibilité, c'est que tout le monde doit avoir le droit à avoir accès à un service ou à un produit. Donc, par exemple, tout le monde doit avoir l'accessibilité à un emploi. Et on utilise souvent aussi cette approche de l'accessibilité universelle, comme j'ai vu que certains d'entre vous ont mentionné dans la définition de l'accessibilité, mais ici, il s'agit d'une définition spécifique et c'est toujours aussi lié à une dimension
de planification. Donc, l'INSPQ a un guide sur comment développer une planification à partir de l'accessibilité universelle. Et dans sa définition, l'accessibilité universelle, c'est le caractère d'un produit, d'un procédé, service, information ou environnement qui, dans un but d'équité et dans une approche inclusive, permet à toute personne de réaliser des activités de façon autonome et d'obtenir des résultats équivalents. Donc ici, dans cette définition et dans l'approche de l'INSPQ, il s'agit toujours de travailler l'accessibilité à un environnement bâti de façon équitable. Donc, on va considérer que les personnes ont des différentes caractéristiques qui peuvent avoir, elles peuvent avoir aussi des obstacles à avoir accès à un environnement bâti. Donc, mais dans cette approche, elle va aussi au-delà de la situation de handicap. Donc, elle va prendre en considération, par exemple, les conditions physiques, sociales. Elle va prendre aussi en considération la disponibilité des informations. Donc, il faut s'assurer, par exemple, que les indications de services soient dans plusieurs langues pour que les touristes, les immigrants puissent comprendre. Qu'il y a aussi des signes pour que les personnes non alphabétisées puissent bien comprendre ce qu'il y a dans les messages. Prévoir, par exemple, aussi des bancs, des assises dans un parc pour que les femmes enceintes puissent avoir accès à un parc et puissent aussi avoir un moment pour s'asseoir, ou même transporter un enfant dans une poussette. Donc, on prend en considération différentes conditions des personnes d'accessibilité à un espace ou à un environnement. Donc, d'après ces définitions des terminologies, moi, je voudrais vous parler de quelle est ma compréhension pour qu'on puisse discuter aussi pour voir ce que vous pensez. Donc, quand on parle de l'accessibilité, on parle plutôt des caractères physiques des produits, de l'environnement. Donc, ça prend en considération comment concevoir des produits et des services pour que tout le monde puisse l'utiliser et pour que tout le monde puisse avoir accès. Donc, ça prend en considération l'aménagement et les environnements d'accessibilité. Mais quand on parle de démocratisation, il s'agit plutôt de considérer les conditions socio-économiques d'accessibilité, donc prévoir des stratégies d'inclusion socio-économique, mais aussi dans un niveau macro, prévoir des politiques macroéconomiques, des politiques des prix, ou par exemple, par rapport aux activités physiques et sportives, prévoir de construire des installations sportives dans différentes régions, dans les régions isolées ou même dans des arrondissements qui ont une défavorisation matérielle remarquable. Et comme le mot démocratisation a aussi une connotation politique, ici, on va s'assurer aussi qu'il y a des stratégies, des conditions de prise de pouvoir de la population et d'assurer qu'il y a une participation politique aussi dans la conception des produits et des services. Donc, je voudrais voir avec vous si, après la présentation de ces définitions, vous pensez qu'il y a des différences ou il y a aussi des nuances entre ces termes? Je vais vous présenter comment ces mots sont présents dans les politiques d'activité physique et sportive au niveau de la province, au niveau de la ville de Montréal, et puis le plan d'action solidarité équité inclusion de la ville de Montréal et la politique municipale sur l'accessibilité universelle. Donc, ici, par exemple, dans la politique Au Québec, on bouge, la politique provinciale de l'activité physique, du sport et du loisir, on a donc une spécification de l'accessibilité. Donc, l'accessibilité, c'est le premier enjeu de cette politique et on va avoir cette distinction entre accessibilité physique, accessibilité temporaire et accessibilité socio-économique. Donc, l'accessibilité physique ce sont toutes les conditions de faciliter l'accès aux installations, aux services et aux équipements. L'accessibilité temporaire
c'est de prévoir aussi des plages horaires flexibles qui prennent en considération les horaires des personnes qui vont travailler dans les horaires commerciaux ou des personnes qui vont travailler hors ces horaires, mais aussi prendre en considération les congés scolaires pour que tout le monde puisse avoir le temps de pratiquer les activités physiques et sportives. Et puis, l'accessibilité socio-économique, on va privilégier aussi le respect des particularités, les besoins de toutes les personnes en considérant la diversité socio-économique des populations québécoises. Donc, et ici, après, lié à ce premier enjeu, on va avoir 3 orientations. Donc, la première orientation d'améliorer les lieux de pratique, donc l'accessibilité physique. La deuxième orientation, faciliter la participation des personnes en considérant les besoins de différents groupes, comme les personnes aînées, les personnes immigrantes, les personnes en situation de pauvreté, de handicap, les autochtones. Donc ici, on a la dimension aussi de la participation qui nous remet à considérer les aspects démocratiques. Et la troisième orientation, c'est de faciliter le cheminement des athlètes vers le haut, donc assurer que tout le monde a la possibilité et les instruments, les moyens de travailler les activités physiques et sportives, les activités sportives de façon professionnelle. Et ici, donc dans la politique municipale, on va avoir 2 axes qui vont spécifier le mot accessibilité et d'autres, les 3 et les 4, comme je vais dire, qui vont parler plutôt de l'aspect socio-économique. Donc, dans l'axe 1, l'objectif, c'est d'avoir un aménagement des milieux de vie en faveur de l'activité physique. Et ici, il y a une considération de faciliter l'accès pour qu'il soit accessible et sécuritaire aux espaces publics, commerciaux, naturels et de plein air. Et dans l'axe 2, on va avoir aussi 2 orientations pour l'accessibilité des déplacements actifs et du plein air. Donc ici, de construire des corridors piétonniers, avoir des parcs dans différentes régions accessibles à tout le monde et des réseaux de pistes cyclables. Donc ici, c'est plutôt les aspects des infrastructures accessibilité et les infrastructures accessibles. Et dans l'axe 3, donc on va voir ici la valorisation de la pratique sportive et de ces événements. Donc, assurer qu'il y a des installations sportives à tout le monde. Donc, ici, c'est l'aspect socio-économique. Et dans l'axe 4, promouvoir la communication de mode de vie physiquement actif. Donc, assurer la conscientisation de l'importance de pratiquer les activités physiques et sportives à tout le monde et prendre en considération les besoins selon les différentes caractéristiques socio-économiques et selon les différents besoins locaux de la population montréalaise. Donc ici, comme vous voyez, on a la mention accessibilité dans l'axe 1 et 2, mais surtout l'accessibilité au niveau physique. Et quand on parle de la promotion et de l'expansion des services, des activités physiques et sportives, on ne va pas mentionner forcément l'accessibilité ou même la démocratisation. Ensuite, on a dans les plans de solidarité, équité et inclusion de la Ville de Montréal, on a ici, c'est un plan pour assurer que tous les services de la ville puissent privilégier l'équité, la diversité et l'inclusion, donc les besoins des populations en considérant sa diversité socio-économique. Et il y a un premier principe dans ces plans qui c'est de concrétiser l'accès inclusif. Donc ici, on va parler des conditions architecturales, des coûts, des enjeux de langue, de la littératie et de la littératie numérique aussi. Et ici, on va avoir différentes définitions qui sont associées à cet accès inclusif. Donc, la disponibilité, c'est d'assurer qu'il y a des services de proximité et dans les plages horaires flexibles. L'accessibilité, donc les composantes physiques et technologiques d'accès aux services.
l'acceptabilité de prendre en considération que les services soient compatibles avec les valeurs et les attitudes des populations. L'abordabilité, donc assurer que il y a des coûts accessibles, des coûts directs ou indirects aux services. L'utilisabilité, qui c'est de s'assurer que l'utilisation des services est facile à tout le monde, et l'adaptabilité de prendre en considération et répondre aux besoins des personnes. Donc, comme vous voyez, il y a différentes définitions associées à l'accès inclusif, mais quand on parle d'accessibilité, c'est plutôt la dimension physique ou technologique. Et puis, dans ce plan, il y a aussi la préoccupation avec l'universalisme proportionné, parce qu'il y a eu des études qui ont démontré que même les approches universelles peuvent reproduire des inégalités ou même augmenter les inégalités sociales. Donc, c'est toujours important de considérer les vécus des personnes, les singularités de vulnérabilité des différentes populations. Et à Montréal, on a aussi une politique spécifique pour l'accessibilité universelle et une stratégie. Donc ici, dans la politique et dans cette stratégie, on va voir différents objectifs et actions liés à comment rendre les lieux et les aménagements accessibles. Mais on va voir aussi certaines actions liées à assurer les droits des personnes en situation de handicap à avoir accès aux services publics ou avoir accès aux emplois. Donc, il y a aussi différentes considérations spécifiques pour les populations en situation de handicap. Comme la population en situation de handicap est souvent une population aussi très importante quand on parle d'accessibilité aux espaces, aux bâtiments, je voudrais mentionner ici un chiffre qui m'a quand même impressionné. On a 33% de la population québécoise qui vivent avec une ou plusieurs situations de handicap. Et on a, quand on considère ici la définition de la situation de handicap, la définition de la loi canadienne, c'est que il peut être une personne en situation de handicap, c'est une personne avec une déficience, notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d'apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non, et dont l'interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d'une personne dans la société. Donc ici, on peut voir qu'il y a différents types de déficiences qui est considérée, mais aussi la nature permanente, temporaire ou épisodique. Et il y a la considération que l'environnement, on peut avoir des obstacles qui vont renforcer cette condition de handicap. Donc, par exemple, une personne qui a une déficience visuelle, elle peut avoir des difficultés pour se déplacer, pour traverser une rue, s'il n'y a pas un faux-sonnaire. Mais s'il y a un faux-sonnaire, elle va concrétiser son droit de traverser la rue. Donc, ici, si on a un environnement qui est favorable, qui va enlever l'obstacle d'une personne avec une déficience visuelle de traverser la rue, cette personne, elle ne va pas être en situation de handicap parce qu'elle va pouvoir traverser la rue. Donc, une personne aussi avec une arthrite, si on a des portes avec une poignée ronde, elle va avoir la difficulté d'ouvrir la porte. Mais si on a des portes automatiques, elle va rentrer, elle ne va pas avoir un obstacle, elle ne va pas avoir une difficulté ou une situation de handicap. Donc, d'après la vérification de l'utilisation de ces termes dans ces planifications publiques, j'ai réalisé que
le mot accessibilité est beaucoup plus présent dans ces planifications publiques. Et le mot démocratisation des activités physiques et sportives, il est plus présent dans les médias, dans les discours publics, et on va avoir l'utilisation du sens de la démocratisation, mais dans ces planifications publiques, il n'y a pas la spécification du mot démocratisation. Et maintenant, je voudrais parler de deux approches différentes pour qu'on puisse planifier des services accessibles et démocratiques. Donc, un qui est plutôt lié à l'aspect de l'aménagement, de l'accessibilité universelle, et l'autre qui est plutôt lié à cet aspect de la démocratisation, la planification démocratique. Donc, ici, toujours, j'ai pris la référence des recommandations de l'INSPQ pour parler de la conception de l'accessibilité universelle, donc de concevoir des environnements bâtis. Il faut prendre en considération les interactions entre les personnes et l'environnement. Donc, comme j'avais mentionné avant, on a des caractéristiques personnelles comme l'âge, la condition physique, une situation de handicap. Et ensuite, on a aussi les facteurs environnementaux qui peuvent faciliter ou difficulter l'accès à certains lieux ou l'accès à certains services. Donc, la relation entre les conditions personnelles ou les conditions personnelles et les facteurs environnementaux vont avoir un résultat sur la capacité des personnes à réaliser ses droits, à réaliser ses habitudes de vie ou ses pratiques d'activité physique et sportive. Et on peut avoir trois types de conception d'un environnement bâti. Donc, on peut avoir un type qui est plutôt l'adaptation. Quand on voit, par exemple, une infrastructure, un parc ou un bâtiment qui offre des obstacles à l'accessibilité de certaines personnes, on va ajouter certaines conditions pour enlever ces obstacles. Donc, on va adapter l'environnement bâti. Un autre type de conception, c'est l'accessibilité. Donc, ici, on va identifier les besoins des populations et on va planifier un environnement bâti pour qu'il réponde à ces différents besoins. Et dans la conception à partir de l'accessibilité universelle, bien sûr qu'on va identifier quels sont les besoins, mais on va planifier un environnement bâti pour que tout le monde puisse avoir accès sans égard à leur taille, à leur situation de handicap ou si la personne est enceinte. Donc, tout le monde va avoir accès. Donc, je voudrais vous proposer un petit exercice pour qu'on puisse absorber ces différentes approches. Donc, ici, on a les trois types de conception, comme j'ai mentionné, l'adaptation, l'accessibilité et l'accessibilité universelle. Et je voudrais vous proposer d'identifier quels sont les bâtiments qui correspondent à ces différentes approches. Donc, adaptation, c'est la réponse est la photo 2. Est-ce que j'explique ou est-ce que quelqu'un... En fait, ici, on peut voir pourquoi c'est l'adaptation. C'est parce qu'on avait déjà un bâtiment qui n'était pas accessible et puis il y a une association de cette rampe après. Et puis, l'approche de l'accessibilité, c'est la photo 3 parce que ici, donc on voit qu'il y a différentes entrées, mais il y a quand même un degré ici. Et on va avoir ici une porte. Donc, il y a différentes façons de rentrer. Et ici, dans l'accessibilité universelle, en fait, on n'a pas de rampe, on n'a pas de
on n'a pas un degré. On a des portes automatiques, donc tout le monde peut avoir accès, peu importe sa condition physique. Donc, c'est ça la différence de ces approches. Comme ici, on a déjà une structure, un bâtiment qui était déjà conçu et après, on va voir, OK, comment est-ce qu'on peut lui adapter. Dans l'accessibilité, on va prendre en considération différents besoins, mais il va avoir aussi une certaine adaptation et différentes façons de rentrer. Mais ici, c'est accessible à tout le monde. Donc, c'est ça un peu la différence entre ces trois approches. Alors, je voudrais parler maintenant d'une autre conception qui c'est plutôt liée à cette perspective de démocratiser les services et assurer aussi la démocratisation de la conception des services. Donc, on utilise souvent l'approche de l'ADS+, qui c'est l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle. Et ici, le plus correspond à cet aspect de l'intersectionnalité. Et l'intersectionnalité, c'est en fait un mot pour nous dire que les personnes peuvent avoir différentes caractéristiques qui vont renforcer la discrimination, ou le racisme ou les formes d'exclusion. Donc, une femme immigrante en situation de handicap va avoir différentes couches, différentes caractéristiques, différentes identités qui vont renforcer la discrimination. Et donc, avec cette approche, qui est aussi recommandée par les plans de solidarité, équité et inclusion de la ville de Montréal, on a un aspect de l'importance de prendre en considération les données désagrégées, donc d'identifier les caractéristiques sociodémographiques des personnes et de prendre en considération les besoins selon différentes caractéristiques, par exemple l'âge, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, une situation de handicap, et prendre en considération aussi les vécus des populations. Donc, c'est important aussi d'avoir des données, d'avoir des indicateurs quantitatifs, mais aussi d'avoir toute une approche qualitative pour comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe avec différentes populations, pourquoi elles ont certains obstacles, certaines barrières pour, par exemple, pratiquer les activités physiques et sportives. Et finalement, avec ces informations, on planifie l'offre de services qui va prendre en considération les différents besoins des populations. Donc, nous, à Montréal Physiquement Actif, dans le cadre de Montréal Métropole en Santé, on travaille avec cette approche à partir du projet Savoir Prendre Soin Plus. Donc, dans ces moments, nous sommes en train de finaliser une recherche pour connaître les besoins, les barrières et les facilitants pour pratiquer et avoir accès aux services des activités physiques et sportives. Et ensuite, on va planifier des services qui soient plus équitables, plus inclusifs à partir des résultats de cette recherche. Donc, dans cette recherche, on prend en considération la diversité ethnique, la diversité d'orientation sexuelle, la diversité de genre. Donc, on a 2 populations cibles qui ont travaillé pour ce moment, les familles avec enfants en milieu défavorisé et appartenant aux minorités ethniques et racisées, et les communautés LGBTQIA+. Et on a identifié aussi les autochtones comme une population cible, mais comme il y a toute une question, un travail pour respecter les principes éthiques et un travail collaboratif avec les autochtones qui est un peu plus complexe, on va travailler cet aspect de la recherche et de la planification ultérieurement. Donc, je voudrais finaliser ici et puis je passe la parole à Karine. Il est le temps de se quitter, mais pour conclure, bien sûr, comme je vous le disais en introduction, on ouvre la porte là sur le travail qu'on a fait derrière le rideau. On met la première pierre d'un travail qui est déjà amorcé de notre côté, avec une volonté cet automne de l'amener au sein du réseau. On vise un événement notamment au mois de novembre
pour pouvoir, vous présenter les résultats, de la recherche de l'IA et puis également, de pouvoir aussi, vous inviter à collaborer dans la phase de conception d'intervention. Donc il y aura une suite, Vincent, Julien, puis vous tous là, on veut construire ça aussi avec les acteurs parce que sinon ça fait pas de sens, puis, d'être capable de pouvoir affiner aussi, la démarche. Et la compréhension, puisqu'on l'a vu, ce sont des termes complexes, qui sont pas forcément à mettre en œuvre. Il y a aussi tout un travail, de volonté de notre part de pouvoir continuer à diffuser la compréhension de ces termes-là et puis l'appropriation de ces termes-là, sur la mise en œuvre, dans les prochains temps avec l'IA aussi, au niveau du réseau, de MPA et puis plus largement des acteurs en activité physique et sportive. Donc, vous aurez, la suite, après l'été.